Messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat de ce vendredi 16 mars de l'an 2018. Actu Débat de ce vendredi reçoit pour vous Firmet Teko Agbo, qui est donc chroniqueur, journaliste chroniqueur politique, et il va débattre donc de l'actualité sociopolitique avec nous. Et nous avons donc deuxième invité, docteur Foli Gada, c'est ça, docteur Foli Gada, il est analyste politique. Docteur, vous travaillez également, vous avez également un mouvement politique, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous allons donc en parler tout à l'heure. Firmet Teko Agbo et mon cher invité, docteur Foli Gada, bien avant donc d'entrer dans le débat, permettez donc que nous puissions découvrir la une de 8 journaux parus ce matin. L'alternative de Ferdinand Haïté, écrit crise politique, statu quo, la coalition relance les marches. Article à lire à la page 3 de ce journal. Tchadam, Tipi, la force de la coalition, c'est le peuple debout. Albert Kandapa, de retour à Lomé. Vous pouvez également lire dossier UL, acte 2, Yaovi Madou, une autre victime de Doji Kokoroko. Journée porte ouverte, la Ségus ouvre son guichet au public. La lanterne écrit 27e dialogue, un choix cornélien pour unir et la C14. En cas d'échec, unir se renforce, mais en cas de réussite, les deux en sortent gagnants. Les enjeux du dialogue, à lire à la page 3. Injustice, impunité et détournement des deniers publics, les vraies causes de la crise actuelle au Togo, c'est une interrogation à lire dans le journal La Lanterne de ce jour. Lisez toujours dans le même journal Environnement, feu de végétation au Togo, des espèces protégées, chassées et tuées. Nation, journée porte ouverte de la Ségus Togo. Le journal en parle également. Le public est édifié par les multiples opportunités de cette plateforme dématérialisée. Interview, le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe sur la crise togolaise. Abouka Kossi, le journal le cite, mais soyons sérieux, ceux qui réclament le retour à la Constitution de 1992 savent que c'est impossible. Parmi eux, il y a des éminents juristes qui savent que le président Faure n'est pas lié par la Constitution de 1992. Liberté, le quotidien privé écrit. Affaire de bastonnade à Paratao, une délégation ghanéenne a rencontré les populations. Les faits confirmés par des victimes et témoins. Article à lire à la page 4. L'Asvito dénonce des actes de torture des enseignants syndicalistes à Kara. Lisez l'article à la page 7. Crise politique au Togo et lobbying international, c'est bon point pour la coalition et la lutte populaire. Nous en parlerons tout à l'heure avec nos invités. Surtout la crise sociopolitique togolaise vue sur le plan international. 2007-2017, Africa Progress Panel a 10 ans, un rapport sur l'Afrique pour progresser vers la réalisation des ODD. Le tonnerre, c'est ça? Oui, c'est ça. Écrit crise sociopolitique, la facilitation de retour à Lomé. Journée porte ouverte Ségus Togo, insatisfait d'après les organisateurs. Zèle d'un conseiller, Doji Kokoroko ouvre des fronts inutiles et sape les efforts du chef de l'État. Article à lire à la page 3. Toujours dans le même journal, classement Jeune Afrique, Pascal Agboibor, deuxième meilleur des 50 avocats d'affaires d'Afrique en 2017. Pascal Agboibor qui est le fils donc de Maître Yaovi Agboibor. Finance, nouveau accord entre le Togo et la BID. Le Canard indépendant écrit, lui, crise politique, le dialogue se coince. La coalition retourne dans la rue. Développement des quartiers périurbains, les autorités rattrapées par leur lacisme. Festival international Espoir de Toulon, le Togo enchaîne les préparatifs. Lisez toujours dans le Canard indépendant de ce jour, humanitaire, la Croix-Rouge togolaise au secours des ménages victimes d'inondations dans la préfecture des Lacs. Santé, construction d'un hôpital de référence à Lomé, équiper les anciens d'abord. Tout savoir sur l'érection féminine, à lire à la page 5. Togo Matin, écrit crise politique au Togo, Fulbert Sassou Atisso fait ses mises au point plutôt, à lire à la page 3 du journal Togo Matin. Conférence des
parlementaires francophones, les migrations et leur impact négatif au cœur des réflexions. Édito, l'éditorial d'Xi Jinping à Angela Merkel, leçon de démocratie. Journée porte ouverte de la Ségus Togo, 3 jours d'action de communication à l'endroit des acteurs du guichet unique et du public. Dans ce journal, vous pouvez également lire la BIDC des caisses 11 milliards de francs CFA en faveur des microfinances togolaises. Alerte dans le quartier garage central, risque d'inondation après l'endommagement d'un tuyau de la TDE. Le changement écrit quand l'entêtement du régime oblige l'opposition à reprendre les marches. Le groupe des 14 confirme sa marche des 20, 21, 22 et 24 mars prochains. Les élèves dans la rue, les hôpitaux publics fermés, une situation qui met à nu l'incapacité de gestion des affaires publiques par le régime Faure Gnassingbé. En première édition des journées portes ouvertes de la Ségus, un bilan satisfaisant pour les organisateurs. Succession au trône du conseil coutumier du Grand Agoué quand les chefs cantons de la préfecture cautionnent l'usurpation. Togo réveil de Germain Pouli, c'est ça? Le journal écrit fin hier des journées portes ouvertes de la Ségus Togo, 3 jours pour mieux se faire connaître. La BID n'a pas envisagé de représailles après le vote pro-américain du Togo à l'ONU. Les 20 millions de dollars de financement qui viennent apporter le démenti. 11e édition de l'événement, le mois de la mode, les stylistes et partenaires récompensés. La diaspora force de développement à Toblecopé des kits offerts à 40 jeunes artisans en fin de formation politique. Le journal écrit après le rêve burkinabé, la coalition des 14 se masturbe au Nigeria. Ah, il reste encore un journal, Fumet, mes chers invités, vous attendez. Vision d'Afrique. Le journal écrit justice togolaise et désengorgement des prisons au Togo. Le procureur général près la cour d'appel de Lomé, Maître Garba, donne les pistes. Forum présidentiel de la jeunesse, des ateliers préparatoires régionaux se poursuivent. Méthode de voyous au ministère de l'Agriculture à Gadazi signe le scandale du début d'année. Programme pays du Fonds vert pour le Togo, la mobilisation des ressources du fonds en ligne de mire. Organisation des bases unir, le vice-président a dédié un ordre de bataille. Ségus, 3 jours de journée porte ouverte, une nouvelle posture pour plus de performance. Voilà ce que crie le journal Vision d'Afrique. Eh bien, chers invités, revenons maintenant au débat. Beaucoup de journaux l'ont écrit, grogne sociale au Togo, le social est en effervescence au Togo. Firmet Ekoabo, vous suivez de près l'actualité sociale du pays, vous en dites quoi? Les élèves dans les rues, les centres, disons, de santé fermés, les praticiens hospitaliers qui crient, presque tous les secteurs sont au rouge dans le pays. Je me demande juste ce que dit souvent le président de la République, Gnassingbé, à son premier ministre Klasso. Je me demande, quand vous voyez un pays en ébullition et que vous êtes le président de la République de ce pays et vous avez un chef de gouvernement avec tous ses ministres et vous ne dites rien, je me demande ce qui se passe. Mais vous proposez quoi, affirmer? Moi, ce que je propose, si vous voulez que je propose, moi je demande juste la démission du gouvernement Klasso pour éviter le chaos. Pour éviter le chaos. Vous pensez que de cette grogne sociale, on peut aller jusqu'à à des situations imprévisibles? Regardez ce qui se passe. Les élèves dans la rue, les hôpitaux fermés, les enseignants ne sont plus au cours. Regardez ce qui s'est passé à Kara. Le fief du pouvoir en place. Mais ça veut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je ne sais pas. Mais le gouvernement tente quand même de régler le problème. Il y a eu plusieurs réunions entre le gouvernement Monsieur Goka. et les groupes de syndicalistes. Il y a eu plusieurs réunions. Mais regardez les résultats. Il faut observer. Ça veut dire que ce gouvernement affiche toute son incompétence vis-à-vis de la résolution de cette crise sociale. C'est l'un des meilleurs gouvernements les plus inefficaces que nous avons connus au Togo sous la présidence Faure Gnassingbé. Le premier, c'était, comme le Mali, c'était le gouvernement extraordinairement catastrophique.
Le second gouvernement qui affiche toute son incompétence vis-à-vis de la résolution de cette crise sociale, c'est ce gouvernement qui est en cours, le gouvernement Classo. Mais on dirait que nous n'avons pas de Premier ministre dans ce pays. On dirait que nous n'avons pas de ministre de la Santé dans ce pays. On dirait que nous n'avons pas de ministre des enseignements primaires et secondaires dans ce pays. On dirait que nous n'avons pas de ministre de la fonction publique dans ce pays. On dirait que nous n'avons pas de ministre de la jeunesse dans ce pays. Le président de la République est là, il voit ces ministres-là, il voit toute cette crise dans la rue du pays, et il ne dit rien, et il laisse ce gouvernement en place. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si nous avons une crise politique aujourd'hui, mais ça vient de là. Si le président de la République veut bien terminer son mandat dans la quiétude et dans la paix, moi, ce que je peux lui proposer ce matin, puis vous me le demandez, je n'ai même pas ça à l'idée. Vous indignez de la situation. Oui, ce que moi je peux proposer, oui, ce que moi je peux proposer au président de la République, Faure Gnassingbé, ce matin, moi je demande juste la démission de ce gouvernement Classo. C'est un gouvernement qui affiche toute son incompétence. Regardez par exemple, on ne peut pas avoir un ministre de la Santé avec tout ce qui se passe dans les centres de santé. Ce ministre qui est moins pragmatique. Et moi, je suis à la part du président de la République. Avant même qu'on en arrive là, moi j'allais même changer déjà le ministre de la Santé. J'allais même changer déjà le ministre de la fonction publique. J'allais changer le ministre des enseignements primaires secondaires. Ils n'ont même pas de discours politique. Vous savez, si nous sommes arrivés à ce stade, ça veut dire simplement que lors de leur réunion, ces ministres n'arrivent pas. Du Premier ministre jusqu'au ministre de la fonction publique, ces ministres n'arrivent pas à convaincre leurs interlocuteurs. Vous savez, en temps de crise, quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de sous dans les caisses de l'État, on rassure les interlocuteurs. On leur dit, vous savez, vous demandez 100. Nous pouvons vous proposer, pour le moment, nous proposons 30. 2 ans après, ou un an après, on vous ajoute 10. Ou après, on vous ajoute encore 10. C'est comme ça. Ah, vous savez, il y a une image hier, en France, hier, que France 2 a publié. C'était Macron qui était allé, quelque chose qui s'est rendu dans une ville. Et il a été surpris par les retraités, bientôt les retraités français dans la rue de la France. Mais les retraités l'interrogeaient et il a dû expliquer la situation, chiffre par chiffre, que c'est comme ça que ça se fait. Des chiffres statistiques. Des chiffres statistiques. Qui montrent vraiment les réalités, que vit l'État. Que vit l'État. Et ces retraités au départ étaient un peu braqués. Mais après, ils ont tous souri. Parce que le président de la République française a essayé de les convaincre. Le Premier ministre n'arrive pas à convaincre. Les ministres n'arrivent pas à convaincre. Aujourd'hui, le secteur social bout parce que ces ministres n'arrivent pas à convaincre. Moi, ce que je demande au président de la République, c'est que ce gouvernement-là démissionne ce soir ou jusqu'à lundi. Parce que s'il ne fait pas attention, mais le pays, ça va s'embraser. Et donc, pensez-vous que cette situation sociale qui met le pays en ébullition peut se greffer sur celle qu'on connaît déjà, la crise politique? La crise politique, vous savez, regardez par exemple, comment dans un pays, dans un gouvernement, on a une directrice de cabinet qui est à la fois ministre de la jeunesse, qui est à la fois ministre de l'artisanat, du développement, la base, directrice de cabinet, avec tous ces autres portefeuilles. Mais comment elle fait? Mais elle va être la plus inefficace que le Togo a connue. Pas parce qu'elle n'est pas compétente. Non, pas parce qu'elle n'est pas compétente. Vous savez, un directeur de cabinet d'un président de la République, c'est cette personne-là qui a toutes les informations du pays, les renseignements du pays avant le président de la République. Donc tout et que vient s'ajouter encore d'autres responsabilités. Et que vient, regardez, cette personne-là, elle a tous les renseignements du pays, tout ce qui se passe dans tous les ministères, tout ce qui se passe à la présidence, tous les renseignements lui parviennent d'abord. C'est elle, la dernière personne, à jeter son coup d'œil sur ce qui se passe au pays avant le président de la République. Elle est en quelque sorte le vice-président. Elle est en quelque sorte le vice-président. Chaque directeur de cabinet du président de la République, le cabinet présidentiel. Donc vous avez cette responsabilité et après vous êtes encore ministre de la jeunesse et après vous êtes ministre du développement, la base. Mais vous allez vous en sortir comment? Si vous n'êtes pas inefficace, sachez juste qu'il y aura des magouilles dans vos ministères. Parce que vous n'aurez pas du temps, vous n'aurez pas le temps nécessaire pour tout contrôler. Vous imaginez, on a le président de la République peut-être à Lomé, et du jour au lendemain, vous voyez la ministre qui sillonne les villages, mais qui gère le cabinet présidentiel. Elle est souvent en tournée d'ailleurs. Elle est souvent la ministre Dogbe, elle est souvent en tournée, et qui gère le directeur du cabinet. Ça veut dire le pays est ouvert. Mais écoutez, monsieur le président de la République, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à maîtriser.
Pourquoi c'est fait ainsi? Pourquoi c'est fait ainsi? Mais c'est grave. Vous n'aurez qu'un gouvernement inefficace. Regardez un gouvernement. On parle de 26 milliards qui disparaissent dans la construction d'une éventuelle grande. Après, on parle de 600 millions en ce qui concerne le sport qui disparaissent. Et ces personnes continuent toujours pas tenir leur portefeuille. Ces personnes continuent pas à tenir leur portefeuille. Mais c'est grave pour ce pays. Mais qu'est-ce que les étrangers vont dire de nous? On va dire que c'est peut-être un gouvernement de faux. Parce que, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Quand vous êtes dans un gouvernement et que, excusez-moi, mais que vous détenez des fonds, mais si on ne vous dit rien, ça veut dire peut-être la première personne responsable, c'est le Premier ministre. Parce que c'est lui le patron du gouvernement. Si ce tait, on n'a pas de 26 milliards, le Premier ministre n'a rien dit. On n'a pas de 600 millions qui disparaissent dans ces histoires de la CAN. Le Premier ministre ne dit rien. Et le président de la République laisse le gouvernement fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, nous avons cette crise. Mais ça veut dire que nous avons un problème. Moi, ce que je peux demander au président de la République, s'il veut éviter le chaos dans ce pays, les politiciens, il est en train de les affaiblir. Oui, c'est ce qu'il sait faire le mieux. Il affaiblit les politiciens, il les manipule facilement. Et aujourd'hui, ils ont marché fatigués. Et aujourd'hui, ils sont tellement fatigués. Ils sont affaiblis. Écoutez-moi, on va en parler. Ils vont commencer. Mais il a réussi à les manipuler. Mais le social, ce n'est pas fini. S'il veut éviter le chaos pour son pays, s'il veut bien terminer son mandat et peut-être aller encore à un quatrième mandat, s'il veut la quiétude dans ce pays, s'il ne veut pas que le pays s'embrase, la meilleure des choses qu'il puisse faire maintenant, c'est que le gouvernement Krassou démissionne pour éviter le chaos. Vous savez pourquoi? Parce que quand on aura une nouvelle équipe, ça va incarner au moins dans les premières heures, dans les premiers mois, un certain espoir, un nouveau souffle. Les gens vont dire, nous avons une nouvelle équipe. Peut-être ceux-là feront mieux que ceux qui les ont précédés. C'est la meilleure des choses. Et il y a des militants sous gouvernement qu'on peut peut-être reconduire, mais il y a beaucoup d'autres dont on n'a plus besoin. Il y a des gens qui pourront venir dans ce gouvernement et qui vont avoir pour cahier de charge préparer les élections à venir, essayer de résoudre un tant soit peu cette crise sociale. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça, du moment où on parle de 26 milliards détournés, 600 millions qui disparaissent, on a une directrice de cabinet qui a d'autres ministères. C'est incroyable. Le président de la République doit savoir que ce pays-là va mal. Le secteur social bout. Et il doit prendre ses responsabilités pour que ce gouvernement-là disparaisse et qu'on ait une nouvelle équipe dans ce pays. Eh bien, docteur Foli Gada, de la crise socio-politique, aujourd'hui, le pays vit une situation beaucoup plus tendue sur le plan sur le plan social également. Vous, comment est-ce que vous appréhendez cette situation sociale difficile qui se greffe sur la situation politique du pays? Merci beaucoup. D'abord, il faut prendre en considération la source des problèmes. Parce que les problèmes sociaux qu'on a, et qui sont évidents, on ne peut pas les nier, ces problèmes-là, naissent d'un processus. Maintenant, il faut voir si ces problèmes, aujourd'hui, se manifestent dans le cadre de la conjoncture politique. Dans ce sens-là, si c'est comme ça, ça veut dire que nous sommes dans une manipulation sociale. Dans une manipulation sociale? Oui. Si les problèmes naissent dans le cadre de cette conjoncture, donc c'est une manipulation sociale. Et comment vous expliquez cette manipulation sociale? C'est-à-dire que la quête politique trébuchant, on peut activer les frustrations sociales qui sont beaucoup plus légitimes du point de vue de la gouvernance. Et dans ce sens-là, il y aura une ébullition. Mais il se peut que ce ne soit pas cette grille. Si il ne s'agit pas d'une manipulation politique des enjeux sociaux, alors, comme il dit, ça veut dire que nous sommes dans le cadre de la redevabilité de l'action gouvernementale. Quand vous dirigez, il faut qu'il y ait des résultats. Il n'y a pas de résultats, c'est dangereux. Les gens ont démissionné pour peu dans des pays qu'on connaît bien, où on vit. Et en Afrique, on a l'impression que la culture du compte-rendu ou des résultats n'existe nulle part. Oui, vous avez raison. C'est vrai, en Afrique, on a cette impression-là, c'est vrai. Mais dans le cadre d'un développement, du progrès, il faudrait que les chefs de gouvernement soient beaucoup plus méticuleux avec l'action gouvernementale. La santé et l'enseignement sont problématiques. Il a bien dit, la santé et l'enseignement sont problématiques. Et nous savons qu'il y a un dialogue en cours où des politiciens considèrent qu'ils peuvent aussi diriger ce pays, n'est-ce pas? Donc, un remaniement gouvernemental
dans le cadre de cette conjoncture sociale un peu boulante, peut offrir des possibilités à certains politiciens qui se considèrent compétents de rentrer au gouvernement. Si vous êtes compétent dans le domaine de la santé, le chef de l'État peut surfer sur cette crise sociale conjoncturelle pour faire entrer Faire appel à des compétences. à des compétences, qu'ils soient de l'opposition, de la diaspora ou de son parti. Mais il faut actuellement qu'il y ait un changement. Ce qu'il dit, il y a une notion en Sciences Po qu'on appelle il y a la notion de la faiblesse morale du gouvernant. C'est-à-dire lorsqu'un ministre dirige pendant 1 an, 2 ans et qu'il y a des problèmes qui sont récurrents, ça veut dire que quelque part, à travers certaines gestions, il a perdu la force morale. Peut-être il s'est compromis avec certains acteurs. Il ne peut plus convaincre, il ne peut plus gouverner. Alors on le change. Le nouveau qui vient, n'ayant pas eu de passé compromettant, il peut régler le problème d'une autre façon. C'est en cela qu'il faut changer. Quand il y a des problèmes récurrents, c'est une pratique qui est aujourd'hui consacrée. Quand il y a des problèmes récurrents dans un ministère, ça veut dire que le ministre ou son directeur de cabinet sont compromis quelque part. Voilà. Et donc, c'est la lecture que j'ai. Et je ne connais pas très bien les ministres. Je ne connais pas très bien pourquoi leurs ministères sont en difficulté. Parce qu'il faut bien connaître aussi les dynamiques. Parce que quelquefois, un ministère est bloqué, non pas à cause du ministre, mais à cause d'autres relents. Donc, je ne maîtrise pas bien, mais je sais que dans cette situation, il faut changer des ministres. Il faut passer à un remaniement gouvernemental. Peut-être pas la chute de gouvernement complètement. Mais les ministres qui sont défectueux, on peut les changer. On peut donner un signal fort en choisissant des personnels qui sont de l'opposition. Voilà. Docteur, ce qui dérange ou qui reste étonnant pour plusieurs ou beaucoup d'observateurs, c'est que le mandat actuel du chef de l'État Faure Essodou Gnassingbé est placé sous le sceau social. Oui, vous savez, un mandat social... Pensez que c'est juste un discours? Oui, à la fin, au début, j'avais cru en des dispositions favorables au peuple, c'est-à-dire à la masse, ce que nous appelons la masse. Mais aujourd'hui, je me rends compte que certains projets n'ont pas abouti. Quand on parle de mandat social, il y a 2 choses qui sont fondamentales. La santé et l'employabilité. C'est cela. Donc, la santé, combien de milliards faut-il pour construire un hôpital? Un hôpital symbolique, ou bien 2 hôpitaux de façon symbolique. Bon, l'éducation également. Il y a l'éducation. Vous savez, l'autre fois, monsieur le président Patrice Talon a reçu les centrales syndicales. Et tous les syndiqués des secteurs les plus importants de son pays. On a fait des retransmissions en direct. On a vu le président Talon qui expliquait les difficultés que la finance de l'État avait. Donc, si l'État ne peut donner que ce qu'il a, il faudrait quand même expliquer aux gens qui sont en ébullition, écoutez, nous vous comprenons, c'est votre droit, mais tel que fonctionnent les finances, tel que, vu l'état des finances, on ne peut pas vous donner ça. C'est important, vu qu'il y a aussi une crise politique qui est là, en filigrane. Donc, il y a un problème de communication, un problème de projets sociaux. Le mandat social, je crois, à mon avis, à moins qu'il y ait un rattrapage très équilibré et rapide, le mandat social a été plus ou moins un échec. Eh bien, c'est Pedro Calderon qui écrit dans le geôlier de soi-même: reprenez espoir et courage, il est peu de mots qui soient sans remède. Firmin, vous avez été très 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 fâché par rapport à cette situation que connaît le Togo. Firmin Tekou Agbo, l'espoir est permis. Et cet espoir, beaucoup de Togolais voudraient le voir se réaliser à travers le dialogue qui est en cours, ce dialogue qui trébuche, qu'on essaie de soutenir. Firmin Tekou Agbo, depuis un certain moment, on apprend donc que la facilitation ghanéenne qui essaie d'aider les Togolais à régler cette crise socio-politique, rencontrée à Accra, a eu des rencontres bilatérales, c'est-à-dire
dire, avec le pouvoir et également avec l'opposition. Ces rencontres bilatérales, selon vous, Firmin Tekou-Agbo, pourraient-elles permettre de faire évoluer un peu la position? C'est ce que tout le monde souhaite. Mais j'ai l'impression que l'opposition, elle a déjà affiché toute sa faiblesse. Elle a été assez manipulée. Elle continue si bien d'être manipulée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a plus d'issue, au fait. Ah bon? Oui, parce que jusqu'à présent, l'opposition ne maintient, n'a que ses positions. Elle n'a pas une position qui a évolué, parce que si vous imaginez, si on les appelle encore les deux partis, on les appelle, l'opposition va toujours dire retour à la Constitution de 1992, le départ de Faure Gnassingbé en 2020. Philbert Sassou Atisso l'a dit hier ici sur nos antennes que c'est une position de principe le retour à la Constitution de 1992 et la non-candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Oui, bien évidemment. C'est ce qui fait que ça n'évoluera pas. Vous savez pourquoi aussi? Parce que ceux qui constituent cette délégation de l'opposition ne convainquent pas. Ils ne convainquent pas. Vous savez pourquoi? Parce que avant qu'on ne vous envoie chez un chef d'État, vous imaginez peut-être qu'il y a un bon souci entre vous, Eli Gouka, vous êtes peut-être chef de file de l'opposition, monsieur le docteur, il est un opposant aussi très emblématique dans le pays, et il y a un problème entre vous et le chef de l'État. Et que quelqu'un doit le résoudre, et c'est le président ghanéen. Avant qu'on ne vous envoie chez le président ghanéen, ce président ghanéen vous connaît très bien. Il a tous vos CV, il vous connaît. Vous imaginez avant que ces opposants n'aillent voir le président ghanéen, il faut vous assurer que le président ghanéen, le facilitateur, a déjà toutes les informations sur ce qui concerne ces opposants-là. Et on les prend un à un, en fait. C'est mon analyse, bien sûr. On les prend un à un. Nous prenons la délégation. On peut prendre peut-être le professeur Oulou. Le professeur Oulou, qui il est? Il est le président du PSR. Son parti représente quoi? Son parti peut-être a été aux élections. Son président d'alors, le ministre Abitissa a été ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être il y a des choses qu'on lui reproche. Le parti et le professeur Oulou n'existent presque pas. On va prendre peut-être un Philbert Atisso. Philbert Atisso, bon, c'est un jeune politicien. Il parle bien, peut-être c'est un théoricien. On va prendre qui encore? Santé du peuple. Santé du peuple, qui le connaît? Personne. On prend encore Tchassona Traoré. Tchassona Traoré, ancien candidat aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle de 2015. On prend un Antoine Folie. Ouf! Un Antoine Folie, il y a des choses qui pèsent beaucoup sur lui. Il a été celui-là qui a dirigé la fédération, le comité de normalisation. Il a laissé beaucoup de choses sombres. Vous voyez, quand on envoie cette liste-là, on prend par exemple Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre, il est chef de file de l'opposition, mais il n'a pas su rassembler les opposants. Il ne pèse pas, il n'a pas de réseau, il n'a pas d'argent. Il n'existe presque pas, au fait. Et il écrit au président de la République, le président ne lui répond même pas. Ça veut dire qu'il ne représente rien. Parce que quand vous êtes chef de file de l'opposition et que vous écrivez au président de la République et qu'il ne répond pas, ça veut dire qu'il vous minimise. Pour lui, vous ne représentez rien. Et quand on envoie toutes ces listes au facilitateur, le facilitateur se dit, mais qui sont ceux-là? D'accord? Ce qu'ils veulent, moi, si je vais les écouter. Parce que vous ne pesez pas. Parce qu'au-delà de tout, c'est la diplomatie. Au-delà de tout, c'est les intérêts. Quand vous ne montrez pas aux facilitateurs que vous pesez et que vous pourrez même protéger leurs intérêts, les intérêts du Ghana d'à côté, quand vous serez président, les intérêts des Occidentaux, quand vous serez président, comment vous pourrez assurer la sécurité du pays, de la région, et contribuer à la sécurité de la région. De la région, de toute l'Afrique. Quand vous n'avez pas une offre politique sérieuse, personne ne vous remet quelque pouvoir que ce soit. Personne ne vous regarde, on discute. Puisque ces discussions, ces dialogues, vous voulez, on va dialoguer avec vous. Ce que l'opposition a oublié, l'opposition, la C14, a cru à un moment donné qu'elle pouvait résoudre le problème là toute seule. Elle s'est lourdement trompée. Vous imaginez que moi, je serais à leur place, dans la délégation, j'aurais peut-être Agboume Kodjo dedans. Et donc, vous souhaitez l'implication ou la participation des autres acteurs politiques, notamment Agboume Kodjo, Jésus Olympio, bien d'autres? Bientôt, parce que cette délégation ne pèse pas, la coalition ne pèse pas. La coalition n'a aucune offre politique. C'est pour cela qu'on les moyens. Pourrait-il apporter ces messieurs que vous citez? Regardez par exemple, si on avait un Agboume Kodjo dans la délégation, Agboume Kodjo, mais c'est je dis souvent que c'est le Togolais que le pays a le plus béni. Directeur du port, ancien.
Il a géré la Sotoko. Président de l'Assemblée nationale. Premier ministre. Ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Et quand vous avez ce monsieur dans la délégation, tout d'abord, le facilitateur lui-même a peur. Il dit, ah, il y a quelque chose. Est un homme de réseau également. Est un homme de réseau. Le facilitateur dit, ah, je peux bien converser. Celui-là peut me comprendre. Quand vous avez un Jerry Tama dans la délégation, Jerry Tama, oh, mais ces opposants-là, ils blaguent. Pourquoi? C'est un militaire. Il a fait ceci. Il a des réseaux militaires. Ce monsieur ne peut pas être négligé. Quand le Ghanéen voit ce monsieur dans la délégation, il dit, ah, ce monsieur, au moins, il peut me parler de la sécurité. Il peut proposer des choses. Ah, il a peut-être des réseaux. Quand on voit un Jikri Solipio, opposant historique du général Yadema, autant fort de la dictature, ancien président du Togo, Jikri Solipio, qui connaît très bien le président. Également au FMI. Au FMI, qui connaît très bien les réseaux, qui connaît très bien Salif Johnson, qui connaît très bien Condé, qui connaît très bien le président Kabouré, qui connaît très bien Ouattara. Mais il a des réseaux. Il a des réseaux possibles. Le Ghanéen même, dont Jikri c'est le père, mais il se dit, ah, ce monsieur peut discuter avec lui. Et ceux-là, quand vous voyez toutes ces personnes dans la délégation, donc ça pèse. Et le débat devient intéressant. Mais quand vous êtes presque une coquille vide et que vous vous présentez devant un facilitateur, il ne pourra que vous m'amener parce qu'il ne vous trouvera pas convaincant. Moi, si les opposants, la C14, veulent que ce dialogue-là réussisse, moi, ce que moi, je peux leur proposer aujourd'hui, mais c'est qu'ils revoient leur délégation, qu'ils fassent appel, parce qu'on parle du Togo, qu'ils fassent appel à ceux-là qui ont des raisons, à ceux-là qui pèsent dans ce pays-là. Sinon, ça ne marchera pas. Mais vous savez, avant de donner la parole au docteur, oui, allez-y, c'est le docteur Kogano, pour qui j'ai une certaine admiration. Je vous le dirai à la fin de l'émission pourquoi. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je vous le dis souvent ici, mais vous, M. Goka, vous n'êtes souvent pas d'accord avec moi. Allez-y, firmez. Vous savez, répétez-vous. L'un des meilleurs obstacles à la tenance politique au Togo, c'est Jean-Pierre Fabre. Oui, c'est Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre, au fait, ne voudrait pas que ce dialogue réussisse. Il ne voudrait pas. Je pense que le PNP s'en aperçoit. Jean-Pierre Fabre ne voudrait pas. Vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui a une position, ce n'est pas quelqu'un qui a une certaine vision par rapport au pays. Lui, il veut, c'est une politique de non, non, non. C'est un allié à Fonia Singbe. C'est un allié au régime. J'ai dit sur cette antenne, puisque vous me permettez de me répéter, que vous ne pourrez rien faire de sérieux politique avec Jean-Pierre Fabre. Vous ne pourrez rien faire de sérieux sans Jean-Pierre Fabre. Donc il est là pour tout bloquer. Lui et le régime font quelque chose d'extraordinaire depuis des années. Vous savez ce qu'ils font? Ils bloquent l'arrivée d'une troisième force dans ce pays. Il a fait avec Jikri Olympio. Jikri Olympio, lui, ne maîtrisait pas le Togo. C'est Jean-Pierre Fabre qui était au Togo. Donc, il faisait tout pour bloquer l'arrivée d'une troisième force. Et le régime l'aidait. Il est toujours dans cette dynamique. C'est un allié au régime. Vous savez pourquoi il ne voudrait pas que ce dialogue réussisse? Si ce dialogue-là réussit aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre tombe et il perd tout. Tout d'abord, il perd son titre de chef de file de l'opposition. Pourquoi? Ah bon? Si on fait des choses de façon extraordinaire, si on fait des choses de façon transparente, s'il y a des alliances pas possibles, vous croyez que Jean-Pierre Fabre peut tenir encore? Il sait que si on fait des choses de façon transparente dans ce pays, il sait que si on fait des choses, si on veut permettre aux opposants d'émerger, il sait qu'il ne va plus peser Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, qui est le chef de file de l'opposition. Il perd son titre d'abord. Ah, c'est un manque à gagner. Puisqu'il ne va plus peser, les chefs d'État ne vont plus l'appeler pour lui donner de l'argent. Ah bon? Oui. Oui. Il n'aura plus de soutien à l'international. Les chefs d'État ne vont plus lui donner de l'argent. Personne ne va, plus personne ne le considérera. Il ne va plus peser. C'est pour cela que dans son rôle, c'est de tout bloquer, de tout bloquer, tout bloquer. Si les Togolais veulent la tenace au Togo, qu'ils le sachent aujourd'hui. Je leur dis ici, beaucoup m'ont critiqué, le malheur des Togolais ces dernières années, c'est d'avoir Jean-Pierre Fabre comme chef de file de l'opposition. Si les Togolais veulent la tenace dans ce pays, mais qu'ils se mobilisent, leur politique, ils deviennent une alternative crédible, surtout les opposants. Mais s'ils veulent composer avec Jean-Pierre Fabre, il va toujours tout bloquer. La preuve, quand ces mouvements ont commencé, j'ai dit sur cette antenne, vous n'irez nulle part. J'ai dit ça, et ça fait plus de 6 mois. Est-ce qu'ils sont allés quelque part? Ils ont un bilan extraordinaire. Les gens sont morts. Recettes fiscales ont baissé de 40%. Les Togolais ont été blessés. Les Togolais ont été arrêtés. C'est ça leur bilan.
si les Togolais, les opposants qui sont autour de Jean-Pierre Fabre aujourd'hui, ils veulent la tenance, ils veulent du bien pour leur pays, mais qu'ils les évitent de composer Jean-Pierre Fabre. Parce que tant qu'ils auront toujours Jean-Pierre Fabre dans la délégation de l'opposition, rien ne marchera. C'est un allié au régime. Eh bien, docteur, la crise sociopolitique togolaise, selon certains observateurs, va au-delà même des frontières du Togo, en estimant qu'il y a beaucoup de paramètres, et surtout d'ordre sécuritaire, et qui compliquent notre situation. Oui, mais vous savez, l'alternance dans un pays, dans un État, n'est pas une question simple qui relève du seul ressort du peuple qui va voter. Ah bon? Non. Et vous faites une remise en cause de la souveraineté du peuple ou quoi? La souveraineté du peuple est un concept fictif qu'on enseigne en Sciences Po. Quelqu'un m'a dit que le peuple est un alibi virtuel. Voilà. Je ne voudrais pas y croire puisque le peuple vote toujours. Non, le peuple vote. Mais il y a d'autres personnes qui votent avant lui. Que personne ne voit, mais qui pèsent plus que le peuple. Bon, il faut dire la vérité. C'est ça la vérité même. Oui. C'est ça la réalité des choses. Voilà. Ce qu'on peut appeler la réelle politique. Voilà. C'est la raison pour laquelle les élections sont toujours un habillage. Donc, avant qu'on vous laisse la gouvernance d'un État, fût-il petit, il faut que vous ayez, vous, en tant que personnage, vous ayez une stature. Vous ayez des motifs de garantie importants. Il parle de la sécurité. On parle de la stabilité économique et financière. On parle du bon voisinage entre États de votre sous-région, les équilibres qui ont préexisté à votre arrivée. Quelle est votre position vis-à-vis de ces équilibres-là? Il faut que les acteurs puissent voir en vous, à travers votre message, vos discours, puissent voir si vous êtes quelqu'un qui ne va pas casser toute une baraque. Et moi, j'affirme aujourd'hui que le problème, le blocage de l'évolution politique dans le terme de l'alternance au Togo est dû au fait qu'il n'y a pas d'alternative en dehors du parti au pouvoir. Il n'y a pas d'alternative en dehors du parti au pouvoir. Non, il n'y a pas d'alternative. Au regard peut-être de la communauté internationale ou des acteurs internationaux. Au regard de la communauté internationale, au regard des dynamiques internes du pays lui-même. Ah bon? Oui. Quand je prends le parti le plus important du Sud, héritier de l'unité togolaise, de l'UFC, aujourd'hui l'ANC, et de tous les petits partis qui tournent autour, ils ont une vision du Togo qui n'est pas globale, une vision du Togo qui est sectaire. Oui. Leur message politique... Vos affirmations sont peut-être très graves. Oui, elles proviennent d'une analyse profonde. Leur message politique n'englobe pas tous les Togolais. Et tous les Togolais ne se voient pas dans ce qu'ils disent. Et le langage violent en politique, et les menaces, et le manichéisme, le noir et le blanc. Et ce sont déjà des paramètres qui font que c'est très difficile que quelqu'un vous donne le pouvoir dans un pays, aujourd'hui au XXIe siècle, avec toutes les dynamiques d'intégration qui se font, où un pays comme le Togo se trouve lui seul dans plusieurs plateformes, la CEDEAO, l'UEMOA, le Conseil de l'Entente et beaucoup d'autres ligues. C'est pas facile que vous montiez au pouvoir dans l'euphorie et dans un discours de haine. Nous l'avons toujours dit, l'aîné Gilles-Christ Olympio l'a compris à la fin. Et lorsqu'il a fait son revirement, c'était diplomatico-politique. Les gens ne l'ont pas compris. Et nous sommes tous des Togolais. Il faut un discours englobant, aimant. Parce qu'il y a un problème fondamental que nous devons transcender. Et le politique qui va prendre le pouvoir, s'il ne réunit pas ces conditions, il ne prendra pas le pouvoir. Parce que le Togo, au plan global, n'a aucun intérêt à avoir un président qui représente un Togo fracturé, qui va remplacer le président actuel. S'il faut remplacer le gouvernement, la gouvernance actuelle, il faut qu'il y ait une évolution dans la gouvernabilité. Et donc, on attend que les opposants mûrissent, qu'ils connaissent une maturité, et qu'on voit en eux les réceptacles d'un Togo uni et prospère. Les facilitateurs, ils connaissent très bien. On a le pédigré de tous ces opposants. On sait ce qu'ils sont, les casseroles qu'ils traînent, et jusqu'où, vous savez, moi je dis ceci. La grande faute de l'opposition togolaise est son immaturité.
L'opposition au Togo, il y a 3 niveaux de maturité politique. Allez-y, Il dites-nous. y a la conscience politique. La conscience politique, vous ne l'obtenez pas quand vous rentrez en politique. Quand vous rentrez en politique, vous êtes comme le nouveau apprenti qui rentre dans une loge maçonnique, n'est-ce pas? D'abord, il doit être apprenti, après il deviendra compagnon, il deviendra maître, il va faire. Donc, vous rentrez en politique tout de suite, vous devez maîtriser les données du pouvoir que vous voulez prendre. Je ne parle pas de celui qui gouverne. Le pouvoir même, le trône du Togo, vous maîtrisez cette donnée. Cette donnée. Voilà. Comment le Togo est né? Quelles sont les puissances qui ont fondé le Togo? Quels sont les accords qui le tiennent? Vous maîtrisez tout cela. Parce que ces acteurs-là qui sont invisibles, qui votent avant le peuple, sont toujours là. Vous maîtrisez les données du pouvoir qui est là, qui gouverne le pouvoir que vous voulez prendre. C'est-à-dire le parti qui gouverne. Quelles sont ces données, ces forces, ces faiblesses, ces soutiens à l'étranger? Vous devez maîtriser. Parce que si vous passez président, vous devez composer avec toutes ces forces. Elles ne disparaissent pas, elles sont là. Vous ne pouvez pas les exclure de la gouvernance. C'est de l'immaturité. Mais Donc, allez-y. le troisième point, c'est l'environnement international maintenant. Et je crois que Fiormet Teco en parle très bien, donc je ne vais pas perdre des minutes sur ça. Et le fonctionnement des sérails politiques. Voilà, il faut maîtriser ça. Et quand vous avez c'est quand vous maîtrisez ces choses que vous avez la conscience politique. En ce moment, vous n'êtes plus un activiste. Vous ne marchez plus dans les rues, vous ne criez plus. Parce que vous avez compris que les choses se font autrement. Et le deuxième niveau, c'est la décision politique. Quand vous avez la conscience politique, vous passez à la décision, vous prenez une décision. Alors je décide que, vu la conscience que j'ai du politique, ce pouvoir, je ne peux le remplacer que par la force armée. Ça, c'est une décision politique. Et si c'est cette décision que vous prenez, vous ne mettez pas les gens, les civils qui ne sont pas formés à combattre les militaires dans la rue. Vous prenez une autre approche de la lutte. Mais si la décision politique, vu la conscience politique que vous avez, est celle-là qui dit non, ce pouvoir pour le remplacer, il faut passer par la diplomatie. Il faut passer par des réformes, il faut du temps. Alors vous avez, après la décision politique, la stratégie politique. Et vous avez une stratégie politique qui est conforme à votre décision politique. Et quand vous voyagez, vous parlez, les acteurs internationaux savent que vous n'êtes pas un aventurier. Que vous savez ce que vous dites. Vous avez une identité politique claire. Vous ne dites pas une chose et vous ne faites pas son contraire. Et vous n'avez pas peur des masses qui vous suivent. Il faut pouvoir raisonner les masses. L'autre fois, j'avais rencontré un responsable du groupe des 14. C'est un professeur. Et je lui ai dit, mais donc vous êtes toujours pris en otage par les masses qui ne comprennent pas grand-chose. Écoutez, faites une conférence de presse. Ayez le courage, prenez des décisions politiques, dites aux masses, nous comprenons votre impatience. Mais la politique a d'autres relents. Nous pouvons prendre des décisions qui sont contraires à ce que vous scandez. Acceptez-le, dites ça et allez dialoguer en tant que des politiques. N'est-ce pas signer leur moral politique? Non, c'est cela ce qu'on appelle la maturité. Quand vous passez ce niveau, quand vous n'avez plus peur de la masse qui vous soutient, alors vous devenez un politique féru. Mais Nelson Mandela a dit quelque chose. Il avait dit, dans un discours, il dit que je conduis la lutte pour l'émancipation de mon peuple. Mais il peut y arriver. Si les agissements de mon peuple deviennent contraires à l'éthique de la lutte, que je les trahisse eux-mêmes. Mais je l'assumerai. Donc, le leader politique qui veut gouverner un État n'a pas peur des masses. Ici, on a l'impression que l'orientation est donnée par la masse. Bien sûr. Et c'est du populisme. Le populisme, très simple, on le définit comme faire entendre au peuple ce qu'il veut. Et c'est ce que réclame le peuple quand même. Oui, le peuple le peuple n'est pas une entité monolithique. Il est hétérogène. Et les gens ont des pensées diverses. D'autres ne comprennent même pas ce qu'ils disent dans le peuple. Je l'avais dit, je le dis encore, dans tout le respect que j'ai pour le peuple. Parce que je sais que pour comprendre certains phénomènes, il faut un parcours que tout le monde ne peut pas faire. C'est pour cela qu'il y a dans la vie, il y a des maîtres. Il faut respecter qu'il y ait des maîtres. Voilà, n'est-ce pas? Donc, c'est ça le peuple. Les dirigeants politiques doivent raisonner le peuple. Les gens sont impatients. Les gens croient qu'aujourd'hui, on peut décider des politiques publiques pour que leur lendemain change automatiquement. Non, les politiques publiques, il faut du temps. Et l'État a des contraintes internationales. L'État a des contraintes économiques. On ne peut pas changer aujourd'hui, même s'il y a alternance, le quotidien togolais ne changera pas.
On pourra faire 2 ou 3 actions lumineuses comme ça, comme de l'enfumage, pour que les gens psychologiquement se raffaissent. Mais à la fin, pour qu'il y ait un changement structurel dans le social au Togo, il faut du temps. Est-ce que le peuple peut comprendre ça? Mais il y a des gens qui n'ont aucune condition, qui ne gagnent rien, mais qui ont déjà au-delà de la trentaine. Mais ils ne comprennent pas que leur situation est due au fait que quand il fallait se battre, quand ils avaient 18 ans, ils ont préféré éviter la souffrance. Et ils ont choisi un chemin professionnel qui fera qu'ils n'auront jamais une certaine condition sociale. Ces gens aussi sont dans le groupe. Ils estiment qu'il faut qu'il y ait un changement brutal parce que... Donc, il y a toute cette dynamique-là dans la masse. La masse, elle est comme ça. Les immédiatistes. Voilà, les immédiatistes. Alors que dans toute politique, où il y a plusieurs forces, en relation internationale, nous parlons de forces profondes. La démographie... Donc, dans toute politique, il faut de l'étapisme. C'est de l'étapisme. Sinon, les Africains auraient fait l'unité africaine en 1960-63 à Addis Abeba. Nous sommes dans l'étapisme. Eh bien, Voilà. Fumet Teko Agbo, on note dans cette crise l'implication des diplomaties africaines et occidentales. On a appris donc cette semaine qu'une délégation américaine était à Lomé, a rencontré donc la coalition. On a également appris cette semaine que l'ancien président nigérien Assalami Aboubakar Abdou, c'est ça, il a rencontré également une délégation du groupe de 14. Et ces rencontres, Fumet Teko Agbo, selon certains observateurs, je voudrais dire, vont aider à ce qu'une solution puisse être trouvée à cette crise. Oui, c'est ce que tout le monde souhaite. Je suis très heureux d'entendre, ou je suis avec admiration ce que le docteur dit. Et je pense que les Togolais vont le comprendre. Et ils croient toujours que le pouvoir, c'est dans la rue, et que tout le monde peut être président. J'ai toujours l'habitude de dire que nous n'avons pas assez de politiciens au Togo, nous n'avons que d'activistes politiques. Et il y a plusieurs opposants qui ne sont pas des politiciens, mais qui sont des activistes. Parce que pour être politicien, il y a assez de formalités à remplir. Mais en ce qui concerne la délégation américaine qui est arrivée cette semaine, si je ne me trompe pas, vous savez, les gens croient que quand ces Occidentaux se déplacent ou ces délégations viennent, c'est pour dire, parce que j'ai lu beaucoup de choses que les gens écrivent sur les réseaux sociaux, et les gens croient que quand ils viennent, c'est pour venir dire à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. C'est extraordinaire. Par rapport à la délégation américaine, je veux faire observer 2 choses. La première chose, aujourd'hui, les Togolais doivent comprendre que aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas dire à Faure Gnassingbé de partir. Ce n'est pas possible. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, les États-Unis, le Togo a été aux côtés des États-Unis quand il s'était agi de soutenir les États-Unis en ce qui concerne la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'Israël. Donc, sur ce point, aujourd'hui, le Togo va être soutenu par les États-Unis et l'Israël. Donc, les Togolais oublient cette histoire, que les États-Unis et l'Israël vont dire à Faure Gnassingbé de quitter. Le Togo a été utile aux Américains, aux Israéliens, et en diplomatie, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance et la gratitude. Et la deuxième chose aujourd'hui, les Africains doivent savoir qu'au niveau international, toute puissance a son territoire. Quand vous prenez par exemple le Togo, mais la puissance qui a la priorité, ou qui doit avoir la priorité sur ce pays, c'est la France. Le Togo, c'est un pays francophone. La France est-elle toujours consultée par les autres puissances quand il s'agit du Togo? Oui. Quand il s'agit de l'élection du président de la République togolaise, par exemple, la première puissance à prendre la parole, c'est la France. Et les autres puissances suivent. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas nous qui allons changer ça. Ça a toujours été comme ça. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec Olympio. Sylvanus Olympio. Vous savez, dans la nuit du 12 au 13, quand il y avait eu des coups de feu et tout ça, quand Olympio l'a entendu, vous savez, avant qu'il n'enjambe les murs de l'ambassade des États-Unis, l'histoire nous apprend qu'il avait appelé à l'époque l'ambassadeur des États-Unis au Togo, l'ambassadeur américain. Il avait appelé avant d'enjamber. Et quand il est tombé dans la cour de cette ambassade-là, l'ambassadeur lui aurait dit, attendez-moi, je viens, je vais vous ouvrir les locaux. Je vais vous ouvrir mon bureau. Mais jusqu'à la mort de Sylvanus Olympio,
On n'a jamais vu l'ambassadeur apparaître. Peut-être qu'il aura reçu un coup de fil du gouvernement français qui lui aurait dit, monsieur, restez à votre place. Ici, c'est notre territoire. Prenez par exemple le printemps arabe. Que les gens arrêtent de dire le peuple, le peuple, le peuple. Le printemps arabe, il y a beaucoup de paramètres qui l'entourent. C'est Sarkozy qui a dit à Ben Ali, prenons les pays, au moins 3 pays. Au niveau de la Tunisie, c'est Sarkozy qui a dit à Ben Ali, monsieur, nous ne vous recevons pas. En France, partez, quittez le territoire. Regardez l'Égypte. La France ne sait pas prononcer. Chaque jour, quotidiennement, les États-Unis envoyaient leurs émissaires vers Hosni Moubarak. L'Égypte, c'est un territoire entre guillemets américain. Quand vous voyez, par exemple, la Libye, c'était l'affaire de Sarkozy. C'était un territoire francophone. Quand vous voyez même, écoutez, le pays que tout le monde connaît, la Côte d'Ivoire, les États-Unis sont cachés derrière. La France prenait le devant. Donc que les gens maîtrisent toutes ces choses-là. Sinon, vous allez jeter vos enfants dans les rues pour rien. Pour le moment, fort à un soutien international. Docteur Folie plutôt, Gada, est-ce qu'une intervention militaire est possible au Togo selon ce que nous apprenons sur les réseaux sociaux parfois même la presse en parle, la presse parle d'une intervention militaire possible avec le soutien bien sûr de certains pays voisins, de certains pays de la sous-région. Est-ce que cette intervention est une option? Non, pas du tout. Pas du tout. On n'intervient pas dans un pays militairement comme ça. J'ai entendu ça aussi, j'ai lu des trucs, mais c'est là où je me rends compte que nous avons beaucoup de chemin au Togo. Vous savez, c'est le domaine du droit international. Alors, il y a 2 principes clairs. Avant qu'une armée étrangère mette ses pieds sur un territoire souverain, il faut ou l'invitation de l'État ou un avis du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est tout. Qui gère la sécurité internationale. Même s'il y a une organisation de sécurité au plan sous-régional, comme la CEDEAO n'agit jamais sans consultation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, le Togo ne va pas inviter le Ghana, le Nigeria, la Tanzanie, le Congo, la France, à envoyer ses armées sur son territoire. C'est exclu. Les Nations Unies ne peuvent pas envoyer d'eux-mêmes une armée ou autoriser une armée pour le faire. Aucun pays au monde ne peut le faire, à moins que nous soyons dans une situation de guerre générale ou de conflit général, où sans aviser, des gens ont employé les armes. Et la situation devient catastrophique au même moment. Alors on peut prendre des décisions rapidement, mais nous ne sommes pas dans ce cas. Nous sommes dans une situation où, dans une accalmie politique relative, des forces politiques sortent dans la rue et ils demandent que le chef de l'État fasse ce qu'eux ils veulent, ce qu'elles veulent. C'est tout. Il n'y avait pas de précédent. Et c'est là où je dis que notre opposition a fauté. Si vous aviez fauté, ils ont commis une erreur politique grave. Si vous aviez un projet de faire sortir les gens, comme le PNP a mobilisé des gens depuis la diaspora, vous avez déjà atteint le niveau de mobilisation. Il faut seulement que vous donniez un mot d'ordre. Vous attendez un précédent politique, une erreur politique grave du gouvernement pour faire ça. Et alors, vous avez, comme au Burkina, Blaise Compaoré était en train de faire un forcing quand les gens se sont levés. Et la communauté a compris. Mais que faisait le gouvernement togolais de si extraordinaire qui justifie que des gens se lèvent et disent, bon, maintenant, vous faites ce que je veux. Alors, les gens ont été élus 2015 avec l'opposition qui a participé. Il a ce qu'on appelle le droit acquis de 5 ans de gouvernance. Vous vous levez à 3 ans. En fait, c'est comme ça que les internationaux analysent. On vous donne une grille d'analyse et tout, comprenez que c'est comme ça. Donc, les gens, vous vous levez à 3 ans du mandat de ce chef d'État qui ne faisait rien de grave. Le pays était tranquille, en fait. Et vous dites, bon, maintenant, vous allez faire revenir ma constitution de 1992. Mais pourquoi? C'est moi qui gouverne. Vous ne gouvernez pas. Vous exercez quelle souveraineté?
Pourquoi doit-on faire ce que vous voulez? Sur la base de quoi? Ils estiment que c'est le peuple qui réclame Voilà, ce retour. Le peuple, une partie du peuple ne peut pas exercer la souveraineté. Article 4 de la Constitution togolaise. Le peuple, les gens peuvent faire venir 300 000, 500 000 personnes qui disent ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire, nous voulons notre constitution, telle. Ils peuvent dire, ils ont le droit de parler. Mais ils ne peuvent pas prétendre qu'on soit obligé de faire ce qu'ils disent, parce qu'ils n'exercent aucune souveraineté, eux. Ce sont des positions qu'ils font. C'est comme ça qu'on raisonne. Et donc, ce gouvernement-là, vous venez, vous le dites, bon, vous faites, mais donc on veut changer la constitution. Comment? C'est les parlementaires de l'Union qui peuvent voter. Bon, vous allez les forcer. Pourquoi? Ils doivent faire ça pour quelle raison? Tout ceci, c'est comme si nous étions dans un rêve. Donc, dans une situation pareille, vous voulez qu'un État comme le Nigeria envoie des militaires pour faire quoi? Qu'est-ce que le gouvernement togolais a fait? Rien. A-t-on massacré des gens sans rien? Personne. Les gens ils ont fait des marches sans autorisation. Ils ont fait des marches avec des jeunes qui cassaient. Moi-même, on a voulu casser mon véhicule. Je passais ce jour-là et je dis, mais c'est ça l'alternative que les gens présentent pour ce pays. J'allais à la pharmacie, des jeunes devant avec des pieds voulaient casser par brise de mon véhicule. Parce que ici, nous n'allons pas marcher, vous allez en bénéficier après. Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec votre vision de politique? Mais c'est comme ça, c'est l'arbitraire. Dans une situation pareille, un État respectueux comme le Nigeria va envoyer ses militaires. Avec quel financement? Avec quelles règles d'engagement? Mais les gens s'amusent. Les militaires ne débarquent, ils vont débarquer par quel moyen? Par voie de terre, par voie aérienne ou par voie de mer? Ou comme ça, sans l'avis du... Bon, écoutez, je ne veux pas perdre du temps. C'est de l'utopie. Oui, pour parler de ces choses. Ça, ce sont des gens qui ne comprennent pas bien comment fonctionne le truc international qui dit ça. Voilà. Très rapidement, Firmin, t'es quoi? Bon, la coalition, la C14 annonce des marches la semaine prochaine et menaçant donc de retourner bien sûr dans la rue. Et parce que le dialogue ne donne pas grand-chose jusqu'ici. Et le PNP l'a annoncé en premier. Après, c'est la coalition dans son ensemble qui a annoncé bien sûr ces prochaines manifestations de rue. Au même moment, certaines organisations de la société civile dénoncent ces manifestations qui, selon elles, contribuent ou font des torts à l'économie. Bien évidemment, vous voyez, quand vous êtes un homme d'État, vous devez mesurer tous ces paramètres. Vous n'allez pas marcher 4 jours de manifestation et vous allez après chez un facilitateur pour lui dire vous marchez, mais on va vous trouver irresponsable. Quand vous marchez, ça veut dire vous aidez votre pays à regresser. Vous avez marché 6 mois, les recettes fiscales ont baissé de 40% et vous voulez encore marcher. Mais ça reste la seule arme que cette coalition détient quand même. Écoutez, laissez ces histoires. Arme de pression sur le gouvernement. On leur donne la possibilité de proposer des choses sérieuses. Qu'est-ce que vous proposez? Vous allez au dialogue, vous proposez quelque chose de sérieux. Et non des choses irréalistes. Nous sommes en politique. Si la coalition veut évoluer, mais qu'elle sache qu'il y a des règles à respecter. Vous allez marcher, pourquoi? Moi, je veux juste dire, ceux-là, mais je ne sais pas ce que les Togolais veulent. Je ne sais pas ce que les Togolais veulent. Ils veulent quoi? Une guerre civile dans ce pays? Quand ils parlent de militaires, puis ça, ils s'enjaillent. Mais les gens ont vu, les gens connaissent ce qu'on appelle armes, mais qui suivent les films documentaires. Mais moi, j'ai rencontré des Ivoiriens qui nous disent, faites attention. Mais ils n'ont jamais vu que ça. Vous savez ce qu'on appelle guerre? C'est ce que vous voulez, jeunes? Vous voulez qu'on vous distribue des armes? Mais écoutez, quand vous parlez d'intervention militaire, mais quand les armées sérieuses vont venir, vous croyez quoi? Ils vont venir juste prendre Fania Singbe parti? Peut-être c'est vous qui voulez ça, c'est vous qui serez le premier à être tué. Mais que les jeunes qui nous écoutent, qu'ils fassent extrêmement attention. Je sais que chacun sauve dans ce pays. Je sais que la situation est difficile pour tout le monde. Mais cette crise peut être résolue autrement. Vos leaders que vous avez, ils ne vous montrent pas la bonne voie. Ils ne sont pas pragmatiques avec vous. Ils sont en train de vous tromper. Ils vous plongent dans l'irréalisme. Vous devez comprendre que le Togo doit évoluer. Si vous voulez le changement, si vous voulez l'alternance, il y a des voies beaucoup plus légales, plus régulières. Vous devez choisir cette voie. S'il vous plaît, calmez-vous. Peut-être on va vous inviter à marcher. Mais s'il vous plaît, moins de violence. Plus de violence sur la terre de nos aïeux. Le sang ne doit plus couler. Faites attention. Ce n'est pas en mourant que vous pourrez servir ce pays. C'est en restant vivant.
nous voudrons tous rester vivants pour construire ce pays. Ne croyez pas que quand vous allez mourir, vous allez être martyr, quelqu'un va vous célébrer. Personne ne vous connaît. Alors, s'il vous plaît, soyons sérieux avec notre vie. Pensons à notre avenir. Pensons à ce pays. Fonya Singbe là. Vous allez marcher sous le chaud soleil. Il va sauter son champagne. Il va siroter son vin. Réfléchissez. C'est l'idée que vous suivez. C'est bien, il faut suivre l'idée. Mais il faut être pragmatique avec votre vie. Eh bien, merci à vous, Firmin Tekoago. Docteur Foli Gada, un dernier message peut-être qui fait une analyse substantive de la situation. Oui, bref, moi je voudrais seulement dire aux opposants qu'il faut qu'ils comprennent qu'il s'agit de questions de réforme, pas de questions de renversement de pouvoir. Si c'est les réformes, allez faire les réformes. Allez au dialogue, apaiser le pays. Il a dit tout de suite. Moi j'ai des amis congolais qui n'arrivent pas à rentrer. Quand je prends mon billet pour venir au Togo, ils viennent m'accompagner. Je dis, mais vraiment, vous êtes béats, vous autres Togolais. Donc la guerre, les conflits, trucs, c'est des choses que des gens avancent inconséquemment. Donc allez faire les réformes. Maintenant, préparez-vous pour des élections. Demandez à la communauté internationale de sécuriser les élections, si c'est cela, d'organiser les élections et de faire tout ce qu'il faut pour que des résultats transparents, pour une fois, selon vos termes, soient proclamés. Vous gagnez, vous dirigez. Les autres gagnent, ils dirigent. Le pays est tranquille. Le temps passe, la vie est devant nous. Une autre chose à la coalition. Le fait que la coalition ait toujours dit que nous voulons la C92, les positions, leurs positions, qu'ils savent très bien ne pas englober les positions de l'autre parti, démontre la vision sectorielle ou sectarielle qu'ils ont du pays. Il faut que la position de la C14 change un peu pour intégrer certaines préoccupations du pouvoir. Et il faut faire cet effort pour que les choses évoluent. Il faut qu'il se fasse cette violence. Voilà. Eh bien, merci à vous, docteur Foli Gada. Et merci également à vous, Firmin Tekoago, d'avoir accepté de débattre de tous ces sujets de l'actualité sociopolitique avec nous. Merci également à vous tous qui nous avez suivis sur la Super Radio Métropolitaine Lomé, la 97.1. Merci à Aïcha Koulibaly.